Le président congolais Joseph Kabila a révoqué le vice-ministre des Postes et Télécommunications de ses fonctions. Il aurait gravement manqué aux exigences d'éthique des membres du gouvernement de la RDC. Les parlements tunisiens et français ont scellé ce vendredi un partenariat objectif œuvrer au renforcement du pouvoir législatif et de la démocratie en Tunisie. Enfin, Uhuru Kenyatta a appelé à interdire complètement le commerce de l'ivoire afin d'empêcher l'extinction des éléphants à l'état sauvage. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle session de l'information sur Sika, démarrant cette édition par la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila Kabange a révoqué ce vendredi le vice-ministre des Postes et Télécommunications de ses fonctions pour avoir gravement manqué aux exigences d'éthique des membres du gouvernement. Selon la télévision publique, est révoqué de ses fonctions de vice-ministre des Postes et Télécommunications. Enoch Sebinessa, le concerné, a gravement manqué aux devoirs déontologiques et d'éthique auxquels sont soumis les membres du gouvernement, a annoncé la radio-télévision nationale congolaise qui faisait lecture de la décision présidentielle. Depuis la nuit de jeudi à vendredi, une vidéo largement partagée circule sur la toile montrant une scène où un homme se livre à des ébats sexuels assis devant ce qui paraît être un bureau officiel. Au fond, le drapeau de la RDC et l'effigie de Kabila sont visibles. Depuis, la colère a enflé sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes congolais ont exigé la démission d'Enoch Ruberangabo Sebinessa. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit toujours en République démocratique du Congo. L'opposant Moïse Katumbi Chapwe a accusé ce vendredi le pouvoir en place de chercher à lui nuire. C'est à travers un communiqué dans lequel l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga dénonce les allégations faisant état de supposés recrutements de mercenaires étrangers et de l'existence de camps d'entraînement relayés en boucle jeudi par Télé 50, un média proche du pouvoir. Il s'agirait, selon Moïse Katumbi Chapwe, d'une stratégie du pouvoir visant à le discréditer. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a formé son gouvernement de transition, partageant le pouvoir avec les ex-rebelles. C'est du moins ce qui ressort du décret rendu public ce vendredi. La formation de ce gouvernement est considérée comme une étape cruciale dans un processus de paix longtemps retardé. Les images. 3 jours après le retour de Riek Machar à Djouba et sa prestation de serment en tant que vice-président, comme prévu par l'accord d'août 2015, le président Salva Kiir a formé ce vendredi son gouvernement d'unité nationale. Le décret du président pour la nomination des ministres du gouvernement a été diffusé sur la radio gouvernementale. Selon les termes d'un accord de paix signé le 26 août 2015, les 30 postes de ministres sont partagés entre le camp de Salva Kiir, le camp du rebelle redevenu vice-président Riek Machar, ainsi que d'autres partis, notamment de l'opposition. J'aimerais vous assurer à tous que nous allons travailler ensemble. La responsabilité qui nous incombe par les accords nécessite de chacun d'entre nous de contribuer à la stabilité du pays. Il n'y a pas à accuser que c'est toi qui as fait ci ou c'est toi qui as fait ça. Si nous faisons cela, nous n'allons pas avancer de point. En dépit de l'accord de paix, des combats continuent en outre d'opposer des troupes armées aux intérêts souvent locaux et qui ne s'estiment pas soumis aux accords écrits. La reprise du dialogue inter-burundais prévu lundi à Arusha en Tanzanie a été repoussée à une date ultérieure par la médiation. Elle dit avoir besoin de plus de temps pour mener de nouvelles consultations. C'est ce que nous avons appris ce vendredi auprès de l'opposition burundaise et des sources diplomatiques. Reportage. Selon des sources de l'Union africaine et de l'ONU qui ont confirmé l'annulation de la rencontre de lundi, la reprise du dialogue aurait été reportée au 21 mai, toujours à Arusha.
Le secrétariat de la médiation vient de nous appeler pour nous annoncer le report à une date ultérieure des pourparlers interburundais prévus lundi à Arusha, a annoncé Jérémy Minani, responsable de la communication du Sénarède, joint par téléphone. On nous a expliqué que la médiation avait encore besoin de temps pour consulter le plus de monde possible, a-t-il ajouté. Le Sénarède est la plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise en exil ou restée au pays. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, nouveau co-médiateur dans la crise burundaise, avait annoncé dans un tweet le 23 avril la reprise du dialogue interburundais du 2 au 6 mai à Arusha, assurant que toutes les parties prenantes devraient être présentes à cette session inaugurale. Toutes les parties concernées n'avaient pas reçu leur invitation et la médiation venait à peine de faire des requêtes auprès des partenaires internationaux pour le financement de cette réunion. Aussi, le gouvernement burundais avait menacé de ne pas participer à cette rencontre s'il n'était pas consulté en amont, notamment sur les participants, les dates et le lieu. Malgré les pressions et sanctions de la communauté internationale, le gouvernement a jusqu'à présent toujours refusé de s'asseoir à la même table que le Sénarède, qu'il accuse d'être lié à la tentative de coup d'État de mai 2015. Au Bénin, le tout nouveau ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khéromain, était hier matin en visite de prise de contact et d'inspection à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou. Une visite effectuée en 4 étapes. La direction générale de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, l'avion présidentiel, l'aérogare et les travaux en cours sur la piste d'atterrissage. La visite a été sanctionnée d'un point de presse. Hervé Khéromain intervient sur des propos recueillis par Joël Yetongi et Floris Dossa. Pour cette agence, il y a 4 priorités. Restaurer l'ANAC dans ses fonctions de l'autorité aéronautique nationale. En deuxième priorité, pour l'ANAC, serait de sortir notre aéroport de la liste noire de l'Union européenne. Ma troisième priorité serait de rendre le système de gestion de la sûreté performant. La quatrième priorité serait de doter l'ANAC des moyens humains et matériels adéquats. Après l'ANAC, nous avons visité l'avion présidentiel. À cet effet, j'ai demandé à l'Agence nationale de l'aviation civile de nous faire une inspection physique. Et au vu de ces résultats, ajoutés aux données contractuelles de la convention de cession, nous donnerons une suite à cette procédure. Les parlements tunisiens et français ont scellé vendredi un partenariat afin d'œuvrer au renforcement du pouvoir législatif et de la démocratie en Tunisie. C'était à l'occasion d'une visite du président de l'Assemblée nationale française, Claude Bartolone. Nous suivons ici un extrait de ses propos. Population tunisienne. Il y a toutes les aspirations qui apparaissent en même temps. Le besoin de liberté, le besoin de démocratie, le besoin d'emploi, le besoin de sécurité, le besoin de pouvoir vivre dans la dignité. Et ici, nous savons très bien qu'en signant cet accord, nous participons à une partie de cette démarche, celle du renforcement de la démocratie. Nous avons bien conscience de ne pas répondre à toutes les questions et tous les enjeux du lendemain de la révolution tunisienne, mais en renforçant et en participant au renforcement du pouvoir législatif, nous avons vraiment l'impression d'être des acteurs à notre place du renforcement de la démocratie en Tunisie et du renforcement de la démocratie entre les deux rives de la Méditerranée. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a ouvert ce vendredi un sommet régional consacré au trafic d'ivoire pour lutter contre le braconnage qui décime les éléphants pour leur défense. Et à ce propos, il a appelé à interdire complètement le commerce de l'ivoire afin d'empêcher l'extinction des éléphants à l'état sauvage. Je vous invite à suivre respectivement les présidents kenyans, ougandais et gabonais à ce sujet. Perdre nos éléphants, ce serait perdre une partie essentielle de l'héritage qui nous a été confié. Tout simplement, nous ne permettrons pas que ça arrive. Nous ne serons pas les Africains qui sont restés sans rien faire devant la disparition des éléphants.
S'il y a un marché, alors vous avez de la criminalité. Puis, vous avez de la corruption, les trois combinés et les éléphants sont morts. En Ouganda, en revanche, il n'y a pas beaucoup de braconnage parce que nous sommes très stricts avec les braconniers. On les envoie au paradis de façon prématurée. L'éléphant est un emblème de notre continent. Ces animaux splendides vagabondent à travers l'Afrique depuis de nombreuses années, depuis les plaines du Kenya jusqu'aux jungles du Gabon. Mais si on n'agit pas maintenant, nous risquons de perdre un totem emblématique de nombreux territoires de notre continent. Le Malawi abrite environ 10 000 albinos qui sont menacés de disparition. Ces derniers continuent d'être tués pour leurs membres et leurs os utilisés pour des rituels de sorcellerie. Une experte de l'ONU en fin de mission sur le sujet dans le pays a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi. Les détails. Minorité en danger, les albinos sont menacés de disparition méthodique. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les membres et les os des albinos sont utilisés pour des rituels censés apporter richesse et pouvoir. Il urge d'agir pour mettre un terme aux atrocités dont ils sont victimes. À l'heure actuelle, les albinos vivent dans la peur parce qu'ils sont tués ou vendus. Ces choses sont inhumaines. Les albinos font face à beaucoup d'épreuves. Les albinos sont discriminés par de nombreuses organisations, à commencer par les églises. D'après Iponwosa Hero, experte de l'ONU, en fin de mission de 12 jours au Malawi, la situation des albinos constitue une urgence, une crise inquiétante vu ses proportions. Ce vendredi, un tribunal malawite a condamné à 17 ans de prison 2 hommes arrêtés la semaine dernière pour le meurtre d'une femme albinos de 21 ans. Selon l'experte, les albinos ne sont même pas en paix lorsqu'ils sont morts car leurs tombes sont profanées. En République démocratique du Congo, pour finir, la dépouille mortelle de Papa Wemba est arrivée ce jeudi 28 avril avant midi en provenance d'Abidjan où il est mort sur scène. Au passage du cortège funèbre à Kinshasa, l'émotion était forte. Une grande foule dans la rue a accompagné le corps de l'aéroport international de Ndili jusqu'à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Retour sur l'itinéraire du cortège du roi de la Sape avec Yeyet Mavinga Nzao, notre correspondante en RDC. La vie s'est arrêtée un instant ce jeudi à Kinshasa, à l'occasion du rapatriement de la dépouille mortelle de l'artiste musicien Papa Wemba. Au passage du cortège funèbre, des personnes amassées le long du boulevard Lumumba chantaient et scandaient tout le surnom de Shungu Wemba du Jules, Vie Boukoul, 100% star, Bakalade Akuba, le pape de la Sape et Kouma. Du corps dans la morgue de l'hôpital, les fanatiques de Papa Wemba ne pouvaient se retenir. Fondrés en larmes, sans distinction aucune, tous regrettent la perte de ce grand baoba. C'est lui qui a porté très haut le drapeau de la RDC dans le monde. Shungu Wemba Dio préférait mourir devant ses fans, en pleine scène. Et bien voilà, c'est accompli. Quel honneur. Quel honneur. Il est mort l'arme à la main dans un champ d'honneur. Pour les Angolais, vraiment, c'est l'icône, c'est un phénomène. Donc, c'est papa, il est vraiment... Donc, je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais c'est l'icône de la musique africaine. Cet accueil réservé à la dépouille de Papa Wemba à Kinshasa traduit la grandeur de l'icône de la musique. En attendant, les obsèques sont prévues ce lundi 2 mai à l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà qui met un thème à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous.